Un silence dense a traversé la salle des Nations Unies avant que le nom d'Ibrahim Traoré ne surgisse comme une décharge, renversant le courant établi. 3 nations ont quitté des structures vieillissantes, mais c'est précisément ce départ qui a forcé le monde à écouter. Un paradoxe devenu manifeste d'une Afrique en mutation. Est-ce un simple acte de défi, ou le début d'une ère où la souveraineté cesse d'être un slogan? Ibrahim Traoré incarne cette ligne fragile entre résistance et renaissance. De New York au Sahel, l'histoire semble déjà changer de plume. Si le nom d'Ibrahim Traoré résonne avec autant d'intensité, c'est parce qu'il cristallise une question cruciale. Que vaut la souveraineté lorsqu'elle n'est plus négociable? L'enjeu dépasse largement le Burkina Faso. Il touche au cœur d'un continent qui redéfinit sa place dans un monde fragmenté, entre promesses de coopération et fatigue des dépendances. Ce que propose l'Alliance des États du Sahel n'est pas une rupture aveugle, mais une tentative de réécriture des règles. Sécurité pensée de l'intérieur, économie fondée sur les besoins réels, diplomatie fondée sur la réciprocité. Le risque est immense. Isolement, pression extérieure, incompréhension diplomatique. Mais l'opportunité l'est tout autant. Prouver qu'une autre voie africaine est possible sans renier le dialogue. Comme l'a montré Ibrahim Traoré, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut parler d'une seule voix, mais si le monde est prêt à l'écouter quand elle le fait. La révélation est sa venue non pas d'un manifeste, mais d'un discours. En janvier 2025, à Monrovia, le président du Libéria a surpris la communauté internationale. Il a publiquement invité le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les 3 membres de l'Alliance des États du Sahel, à un dialogue stratégique inédit. Ce geste, rare dans la diplomatie africaine, a marqué un basculement silencieux. Pour la première fois, un État membre d'institutions traditionnelles tendait la main à ceux qui avaient choisi d'en sortir. Ce que beaucoup ont d'abord perçu comme une provocation s'est vite révélé être une reconnaissance, celle d'un nouvel équilibre politique sur le continent. À travers Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'apparaît plus comme un acteur marginal, mais comme un catalyseur d'idées, autodétermination, sécurité régionale, contrôle des ressources, indépendance monétaire. Ces concepts, longtemps confinés aux débats universitaires, deviennent désormais des priorités de gouvernement. Les chiffres le confirment. Depuis 2023, plus de 60% des jeunes de la région sahélienne déclarent faire confiance à des institutions locales plutôt qu'aux partenaires extérieurs. Cette donnée, plus que symbolique, révèle une tendance. La légitimité ne vient plus de l'approbation internationale, mais de la proximité avec les aspirations populaires. C'est dans ce contexte que le discours libérien a pris toute sa portée. Loin d'un plaidoyer idéologique, il a servi de miroir au changement de ton africain. Moins de résignation, plus d'audace. Il a aussi légitimé une vérité souvent tue. La stabilité du continent ne peut reposer sur des modèles importés. Ainsi, Ibrahim Traoré et ses homologues de l'AES n'ont pas seulement défié l'ordre établi. Ils ont forcé l'Afrique à se regarder différemment, à envisager que la réforme n'est pas un luxe, mais une urgence. Au centre de cette transformation, Ibrahim Traoré s'impose comme un personnage paradoxal. Jeune, militaire, mais habité par une rhétorique politique d'une maturité rare. Dès son arrivée au pouvoir, il a compris que la bataille essentielle n'était pas seulement sécuritaire, mais symbolique, celle de la dignité. Dans les premiers mois, ses interventions publiques ont redéfini le langage politique du Sahel. Parler de souveraineté ne relevait plus de la provocation, mais de la responsabilité. L'un des effets les plus immédiats de cette approche a été psychologique. Au Burkina Faso, les mouvements de jeunesse se sont multipliés autour d'un mot d'ordre simple: reprendre la parole. Dans un pays longtemps perçu comme sous tutelle, cette reconquête du discours collectif a fonctionné comme un vaccin contre la résignation. Ce que les observateurs étrangers appelaient isolement s'est vécu localement comme recentrage.
Deuxième impact, plus discret mais tout aussi structurant, concerne la coopération régionale. Alors que de nombreux partenaires traditionnels se retiraient, de nouveaux canaux de dialogue sud-sud se sont ouverts, notamment avec le Mali, le Niger et désormais le Libéria. Ces rapprochements n'ont pas produit de miracle immédiat, mais ils ont instauré une logique nouvelle, celle d'alliances choisies, non imposées. Pour Ibrahim Traoré, le pari reste risqué, car il repose sur un fil. Comment transformer une revendication de souveraineté en projet durable sans s'enfermer dans la défiance? La réponse, encore fragile, se trouve peut-être dans cette capacité à fédérer sans contraindre, à parler fort, sans fermer la porte. Tout a véritablement commencé à la fin de l'année 2024, lorsque le trio sahélien, Burkina Faso, Mali et Niger, a officialisé sa sortie de la CEDEAO pour consolider l'alliance des États du Sahel, AES. Cette rupture, perçue par certains comme un acte de défiance, s'est rapidement muée en démonstration d'autonomie politique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'était plus de dénoncer l'ordre existant, mais d'en bâtir un autre, aligné sur les besoins concrets des populations. Le déclenchement fut brutal. En quelques semaines, les négociations diplomatiques avec la CEDEAO furent suspendues, les aides bloquées, les sommets reportés. Dans les chancelleries occidentales, le mot « isolement » revenait comme un mantra. Pourtant, sur le terrain, un autre récit s'écrivait. À Ouagadougou, Bamako et Niamey, les marchés continuaient de tourner, les routes militaires d'être surveillées, les radios locales de diffuser des appels à la résilience. Puis vint le point d'inflexion, le discours du Libéria à l'ONU. En invitant ouvertement l'AES à un dialogue à Monrovia, le président libérien a inversé la logique d'exclusion. Ce n'étaient plus les États du Sahel qui réclamaient reconnaissance, mais un autre membre du continent qui demandait à les rencontrer sur un pied d'égalité. La symbolique était puissante. L'Afrique commençait à se parler à elle-même. À partir de ce moment, la tension diplomatique s'est doublée d'un frisson d'espoir. Plusieurs pays, la Guinée, le Tchad, le Soudan, ont observé attentivement l'évolution du bloc sahélien. Des voix se sont élevées pour réclamer un modèle d'intégration plus souple, centré sur la souveraineté collective. Dans les universités africaines, le terme « pan-africanisme pragmatique » a refait surface. Mais chaque avancée a eu son contrepoids. Les pressions économiques ont augmenté, les chaînes logistiques se sont fragmentées et les campagnes de désinformation ont redoublé d'intensité. Face à cette adversité, Ibrahim Traoré a opté pour une stratégie à 3 vitesses: consolidation intérieure, diplomatie ciblée et communication directe. Les discours officiels se sont faits plus mesurés, les partenariats sécuritaires redéfinis et l'opinion publique davantage intégrée dans la narration nationale. Le sommet préparatoire de Monrovia, prévu pour le second trimestre 2025, symbolise cette mutation. Il ne s'agit plus de mendier une place à la table, mais de redessiner la table elle-même. En coulisses, les diplomates burkinabés travaillent déjà à des cadres de coopération sur la sécurité transfrontalière, les infrastructures énergétiques et la formation militaire régionale. L'objectif est clair: prouver que l'union peut naître d'un acte de rupture. Ainsi, le fil narratif s'est tendu entre défiance et reconnaissance. Ce qui semblait une rébellion devient peu à peu une proposition, celle d'une Afrique qui n'attend plus qu'on lui donne la parole, mais qui la prend. Dans cette séquence de l'histoire, Ibrahim Traoré ne joue pas le rôle d'un agitateur, mais celui d'un révélateur. Il rappelle que parfois, pour reconstruire, il faut d'abord oser débrancher. Les chiffres racontent souvent ce que les discours omettent. Depuis la formation officielle de l'Alliance des États du Sahel, 3 indicateurs clés illustrent que la portée du changement initié sous la houlette d'Ibrahim Traoré. Tout d'abord, la perception populaire. Selon un sondage régional mené en décembre 2024 par l'Institut Afristat,
près de 68% des habitants du Burkina Faso, du Mali et du Niger affirment soutenir pleinement la sortie de la CEDEAO. Ce chiffre, inédit dans l'histoire politique récente de la région, dépasse largement les 45% enregistrés un an plus tôt. L'écart de plus 123 points traduit une bascule psychologique. La confiance ne vient plus d'une structure régionale perçue comme distante, mais d'une initiative interne, visible, incarnée. Derrière ces données se cache un fait culturel profond, la réhabilitation du mot « souveraineté », devenu moteur de cohésion plutôt que slogan de protestation. Ensuite, la résilience économique. Malgré la suspension de plusieurs aides extérieures, les échanges intra-AES ont progressé de 22% entre juin et novembre 2024, selon les chiffres compilés par la Banque du Sahel. Ce rebond inattendu s'explique par la réorganisation rapide des circuits commerciaux et par la mise en place d'accords bilatéraux simplifiés. Les corridors logistiques entre Bamako, Niamey et Ouagadougou, longtemps considérés comme instables, ont retrouvé une régularité proche de celle d'avant les sanctions. Ce redressement n'efface pas la fragilité macroéconomique. Inflation autour de 14%, croissance limitée à 2%, mais il démontre une adaptabilité nouvelle. La survie collective devient une forme de stratégie. Enfin, la sécurité territoriale. Depuis mi-2023, les opérations conjointes entre les armées de l'AES ont permis de réduire de 37% le nombre d'incidents majeurs recensés dans les zones frontalières critiques. Les chiffres publiés par le Centre régional de coordination sécuritaire confirment cette tendance. L'effet le plus notable n'est pas seulement militaire, c'est la montée d'un sentiment de souveraineté opérationnelle. Les patrouilles mixtes et la mutualisation du renseignement ont instauré une confiance mutuelle longtemps absente, tout en réduisant la dépendance envers les forces étrangères. Ces trois tendances esquissent un paysage contrasté, mais cohérent. Oui, l'AES reste sous tension diplomatique. Oui, les difficultés économiques persistent. Mais à travers ces chiffres, une leçon émerge. La stabilité ne se mesure plus à l'aune de l'aide reçue, mais à la capacité d'un État à agir selon sa propre logique. Pour Ibrahim Traoré, ces résultats sont à la fois un bouclier et un test. Un bouclier, car ils légitiment la voie saisie. Un test, car ils nourrissent des attentes immenses. Comment transformer un sursaut nationaliste en modèle durable de développement partagé? Ce dilemme sera au cœur des prochains mois, là où les chiffres, enfin, rencontreront la politique. Les critiques de l'Alliance des États du Sahel n'ont pas tardé à se faire entendre. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs, le mouvement initié par Ibrahim Traoré serait avant tout une fuite en avant, un isolement diplomatique voué à fragiliser davantage des pays déjà éprouvés. Leurs arguments reposent sur 3 points. La dépendance structurelle à l'aide internationale, la faiblesse des infrastructures économiques et la pression sécuritaire constante. En s'éloignant des institutions régionales, affirme-t-il, l'AES se priverait de son filet de protection et risquerait de sombrer dans une autarcie politique. Cet argumentaire n'est pas sans fondement. Les économies du Sahel demeurent fragiles, les taux de pauvreté élevés et les budgets de défense surdimensionnés. Mais le contre-argument que porte Ibrahim Traoré s'appuie sur des faits mesurables. Après 20 années de coopération classique, le Sahel reste la zone la plus instable du continent, malgré des milliards d'aides injectées. Pour lui, la question n'est plus « faut-il rompre ?», mais « pourquoi maintenir un modèle qui n'a pas fonctionné ?» Oshuni, les défenseurs de l'AES, eux, ne rejettent pas la coopération internationale. Ils en redéfinissent les termes. Dans leur vision, il ne s'agit pas d'un isolement, mais d'un réalignement. En renforçant les partenariats sud-sud et en privilégiant la mutualisation régionale, ils cherchent à remplacer la dépendance verticale par une interdépendance horizontale. Ce choix, risqué mais assumé, vise à restaurer un équilibre moral avant même d'atteindre un équilibre économique. Le débat, en réalité, ne porte pas sur la légitimité du retrait,
mais sur sa durabilité. La position de Traoré se veut lucide. L'AES n'est pas une fin, mais un prototype. Il ne prétend pas offrir une solution immédiate, mais une expérimentation politique où l'Afrique teste sa capacité à écrire ses propres règles. Et si cette démarche, loin d'être un rejet du monde, représentait plutôt un dialogue autrement structuré, c'est là le cœur du Stillman, reconnaître la validité des critiques, tout en affirmant qu'aucune dépendance ne saurait devenir une identité. L'équilibre se déplace. C'est le constat qui s'impose à mi-parcours de ce bouleversement. En moins de 2 ans, Ibrahim Traoré a réussi à transformer une rébellion diplomatique en matrice régionale. Ce qui, au départ, semblait un cri de rupture, est devenu un langage de réforme. Les alliances naissantes ne cherchaient plus la validation, mais la cohérence. Au cœur de ce basculement, le geste du Libéria a agi comme un révélateur. La reconnaissance ne vient plus du Nord, mais d'un autre Sud. Cette inversion symbolique marque une étape clé. Les pays africains commencent à se regarder non plus comme rivaux ou concurrents de financement, mais comme interlocuteurs politiques. Les premiers signaux confirment cette dynamique. Des projets conjoints sur la logistique, la cybersécurité et la formation militaire émergent, esquissant une architecture de confiance inédite. Rien n'est encore gagné, mais une conviction s'installe. La solidarité africaine n'a pas besoin d'approbation pour exister. Et dans cette reconfiguration, Ibrahim Traoré incarne une idée simple mais puissante, celle d'un continent qui ne cherche plus à plaire, mais à se comprendre. Les répercussions du mouvement initié par Ibrahim Traoré se manifestent désormais dans 4 sphères clés: nationale, économique, sociale et régionale. Ensemble, elles dessinent le portrait d'une Afrique en mutation silencieuse, où chaque conséquence devient un point d'appui pour la suivante. Sur le plan national, la refondation de l'État. Au Burkina Faso, la rhétorique de la souveraineté a laissé place à une réforme administrative progressive. En 2024, plus de 30% des postes clés ont été réaffectés à des profils civils issus de la diaspora ou du secteur privé. Cette réintégration de compétences endogènes a renforcé la cohérence de l'appareil d'État. Dans les zones rurales, les programmes de sécurité communautaire ont permis de réduire de 25% les incidents liés aux groupes armés, preuve que la stabilité ne dépend plus uniquement de la force militaire, mais de la proximité avec les populations. Concernant l'économie, une indépendance pragmatique. La mise en place de la monnaie sahélienne commune, encore à l'état de projet, illustre cette volonté de reprendre le contrôle des politiques monétaires. Si le FMI reste prudent, la Banque du Sahel anticipe une hausse moyenne du PIB régional de 2,8% en 2025, soutenue par des échanges interafricains accrus. L'objectif n'est pas de rompre avec les partenaires historiques, mais d'équilibrer les dépendances. Exporter moins de matières premières brutes, développer plus de valeur ajoutée locale. Du point de vue social, l'éveil des citoyens, les effets les plus profonds, ne se mesurent pas seulement en statistiques, mais en comportement. Dans les grandes villes du Sahel, le taux de participation aux consultations publiques a doublé en 1 an. Les radios communautaires diffusent des débats sur la gouvernance. La jeunesse revendique un rôle actif. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré n'est plus simplement un président. Il symbolise la possibilité de dire non sans rompre le dialogue. Ce changement d'attitude transforme le rapport entre gouvernants et gouvernés. À l'échelle régionale, la recomposition des alliances. L'invitation du Libéria à Monrovia n'est plus un simple geste diplomatique. Elle a ouvert une ère de coopération horizontale. La Guinée, le Tchad et la Centrafrique ont exprimé leur intérêt à participer à des tables africaines de concertation, indépendants des grands blocs traditionnels. Cette dynamique pourrait redéfinir le leadership continental. Les institutions anciennes devront désormais composer avec ces pôles émergents, capables d'articuler un discours africain autonome. Au croisement de ces 4 dynamiques, l'héritage de Ibrahim Traoré se dessine. Il ne s'agit pas d'une révolte passagère, mais d'un basculement de paradigme. Là où l'Afrique parlait autrefois en écho, elle parle désormais en chœur. Et le monde, même à contre-cœur, commence à l'écouter.
L'avenir de l'Alliance des États du Sahel dépend désormais d'un équilibre fragile entre consolidation interne et reconnaissance externe. Trois scénarios principaux se dessinent pour les 12 prochains mois, entre réalisme, optimisme et prudence. Dans le premier scénario, la stabilisation progressive. Dans cette hypothèse, les pays de l'AES parviennent à maintenir une croissance modérée, autour de 3%, à contenir l'inflation et à poursuivre la coopération sécuritaire régionale. Le sommet de Monrovia aurait lieu à la mi-2025 et déboucherait sur un cadre institutionnel léger, fondé sur la concertation politique et la mutualisation économique. Ibrahim Traoré, dans ce cas, consolide son image de bâtisseur d'équilibre, ni révolutionnaire isolé, ni suiveur d'anciennes puissances. Dans un scénario plus favorable, l'effet d'entraînement. Si le dialogue libérien inspire d'autres États, l'AES pourrait devenir le noyau d'une zone de souveraineté africaine étendue, regroupant jusqu'à 7 pays. Ici, des partenariats énergétiques et technologiques sud-sud se multiplieraient, les échanges commerciaux croîtraient de 30%, et la dépendance budgétaire extérieure reculerait. Ce scénario suppose que les tensions diplomatiques actuelles s'apaisent et que les grandes puissances adoptent une posture d'observation constructive. L'image d'Ibrahim Traoré se transformerait alors en symbole continental d'autonomie stratégique, comparable à celle de leader historique du panafricanisme. Dans l'hypothèse la plus difficile, le choc de réalité. Dans le cas d'une dégradation sécuritaire ou d'un isolement financier prolongé, les tensions internes pourraient s'accentuer. Les chaînes logistiques fragiles, combinées à une inflation non maîtrisée, alimenteraient la défiance sociale. Les défections d'alliés régionaux redeviendraient possibles. Toutefois, même ce scénario ne signerait pas la fin de l'expérience AES. Il en révélerait simplement les limites structurelles et la nécessité d'une diplomatie plus agile. Dans les trois trajectoires, une constante demeure. La question du comment plus que du si, car la souveraineté n'est plus un rêve lointain, mais un laboratoire à ciel ouvert. Et si l'AES échoue, ce ne sera pas pour avoir tenté, mais pour avoir manqué de relais. Ibrahim Traoré en est conscient. C'est pourquoi chaque décision actuelle vaut aussi pour l'histoire à venir. Au-delà des chiffres et des réformes, c'est dans les conversations ordinaires que l'influence d'Ibrahim Traoré se mesure le mieux. Dans les marchés de Ouagadougou, les cafés de Bamako ou les universités de Niamey, son nom revient non plus comme celui d'un chef d'État lointain, mais comme celui d'un symbole partagé, celui d'une parole libérée. Les discussions sur la souveraineté, jadis abstraites, sont devenues concrètes. Elles concernent le prix du pain, la sécurité du village ou la dignité retrouvée du drapeau. Chez la jeunesse, cette résonance a pris la forme d'un regain de confiance. Les associations étudiantes, les collectifs féminins et les communautés rurales se réapproprient le langage politique, non pas pour glorifier un homme, mais pour prolonger un mouvement. Le mot d'ordre « nous aussi, nous décidons » s'est propagé comme une onde, traduisant un changement culturel profond. Dans une région longtemps minée par le désenchantement, cette énergie collective agit comme un contrepoids à la peur. Les critiques subsistent, bien sûr. Certains redoutant un excès de ferveur, d'autres pointent le risque d'autoritarisme. Mais pour une grande partie de la population, le débat lui-même est déjà une victoire. Car débattre, c'est prouver que la parole publique a retrouvé sa valeur. Ainsi, le phénomène Traoré dépasse la politique. Il touche à la perception intime du possible. Là où régnait la résignation, s'installe désormais l'idée que l'avenir se négocie, non plus à l'extérieur, mais à domicile. Et dans cette conversation collective, Ibrahim Traoré n'est pas un oracle, mais un déclencheur, celui qui a redonné aux Africains le droit d'imaginer leur propre horizon. L'avenir du projet AES repose désormais sur une méthode, plus que sur un manifeste. Ibrahim Traoré le répète souvent, la souveraineté sans plan n'est qu'un mot. De cette conviction est née une feuille de route articulée autour de 5 axes d'action concrets
qui traduisent l'idée de responsabilité partagée. D'abord, sur la sécurité intégrée, d'ici fin 2025, le commandement conjoint AES doit déployer une force de réaction rapide de 5000 hommes, formés à la coopération transfrontalière. L'objectif ? Répondre aux menaces régionales en moins de 72 heures, sans dépendre d'opérateurs extérieurs. Puis, en ce qui concerne les infrastructures de résilience, un programme de corridors énergétiques et routiers, financé en partie par la Banque du Sahel et des partenaires africains, vise à relier les capitales en moins de 36 heures de transport continu. Ce maillage logistique deviendrait la colonne vertébrale de l'intégration économique. En matière d'éducation et de souveraineté numérique, la création d'un campus AES à Ouagadougou permettra de former les futurs cadres régionaux dans les domaines stratégiques, cybersécurité, ingénierie, gouvernance publique. La priorité, garder les compétences sur le continent. Du côté de la diplomatie, au lieu de chercher des parrainages, l'AES met en place des dialogues à parité avec des blocs comme les BRICS ou l'ASEAN pour négocier de manière symétrique. L'enjeu est d'échanger des ressources et des technologies, non des dépendances. Enfin, sur la transparence et la responsabilité. Chaque semestre, un rapport public commun sera publié, retraçant les progrès et les limites de la coopération AES. Cette culture du compte-rendu, encore rare dans la région, doit garantir la crédibilité du projet. À travers ces 5 étapes, Ibrahim Traoré cherche à prouver que la souveraineté n'est pas un cri, mais une construction, et que l'indépendance, pour durer, doit devenir un protocole. La nuit tombe sur Ouagadougou. Dans les rues, encore animées d'ifs, les voix résonnent d'une même idée. On ne revient pas en arrière. Cette phrase, simple et calme même, résume l'esprit d'un peuple qui a cessé de subir. Au centre de cette atmosphère, Ibrahim Traoré n'est plus seulement une figure d'autorité. Il est devenu un repère, presque un symbole vivant de la possibilité d'un autre destin africain. Son parcours, fait d'audace et de défis, rappelle celui d'une génération entière décidée à ne plus attendre d'autorisation pour agir. Le Burkina Faso, jadis à la marge, incarne désormais une fierté partagée, un modèle d'affirmation par la volonté. Et quand les critiques se lèvent, quand la peur du lendemain s'insinue, les partisans de cette nouvelle voie rappellent une vérité simple. L'histoire n'appartient pas à ceux qui hésitent, mais à ceux qui écrivent. Ainsi, Ibrahim Traoré ne cherche plus à convaincre le monde. Il le force doucement à reconnaître que la voix de l'Afrique n'a jamais été absente. Elle était simplement étouffée. Aujourd'hui, elle se relève, plus ferme, plus claire et surtout plus libre. Le moment est venu de comprendre ce que signifie vraiment écrire sa propre histoire. L'Alliance des États du Sahel, portée par des figures comme Ibrahim Traoré, n'est pas un projet de circonstance, mais une invitation à repenser la manière dont les nations africaines s'articulent entre elles et avec le monde. Chaque décision prise aujourd'hui trace les contours d'une souveraineté collective qui ne se décrète pas. Elle se construit, jour après jour, par la cohérence et la conviction. L'Afrique n'a plus besoin de choisir entre isolement et obéissance. Elle peut inventer une troisième voie, celle de la coopération libre. Les alliances se multiplient, les routes se croisent et les voix se répondent d'un bout à l'autre, autre du continent. Dans ce concert naissant, la note que Ibrahim Traoré a jouée en premier continue de vibrer, celle d'une Afrique qui parle enfin sa propre langue politique.